Bonsoir Yvan Lachaud. Bonsoir Abdel Samari, bonsoir Coralie Mollaret. Merci beaucoup d'avoir choisi Bonsoir le Gard et d'être avec nous ce soir pour répondre à nos questions. Je vais donner tout de suite la parole à Coralie Mollaret. C'est elle qui va vous poser la première question. Bonsoir Coralie. Bonsoir Monsieur Lachaud. Pourquoi Pourquoi bonsoir? Parce que Non. il est 18h. Pourquoi vous êtes aujourd'hui toujours dans l'espace politique nîmois? Alors si je vous dis ça, c'est parce que d'accoutumée, quand un président sortant essuie une défaite, on a pris la coutume de se retirer du jeu politique, et ça n'a pas été votre choix. Écoutez, je suis élu conseiller municipal et donc conseiller communautaire, et moi j'ai fait de la politique dans ma vie parce que ma ville me passionnait, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je ne dirai pas ce que je pense, ou même je ne ferai pas des propositions pour ce territoire qui est mon territoire. J'y suis né, je m'y suis construit, et aujourd'hui, même si les Nîmois ont fait des choix différents, je pense que la démocratie, c'est la liberté d'expression, et ça me va. C'est pour ça que vous assistez toujours aux conseils municipaux. Vous comprenez pourquoi je vous pose cette question? Parce que c'est vrai que quand un président sortant perd, il se retire. Alors vous restez là parce que c'est votre ville, vous êtes attaché à ce territoire, mais est-ce qu'il y a plus derrière? Est-ce que vous voulez défendre encore votre bilan en vue de prochaines échéances politiques? Ou est-ce que vous êtes peut-être en embuscade au cas où on devait réélire le président au cours de ce mandat de Nîmes Métropole? Non, alors là, je ne pense pas du tout à une embuscade. Je pense simplement que pour l'instant, j'ai un mandat, je le conserve, et puis je verrai les décisions que j'ai à prendre dans quelques temps. Mais je pense qu'il y a des choses à dire sur ce territoire. Si je veux regarder le développement universitaire et les décisions qui sont prises, j'ai envie de dire que je ne suis pas d'accord avec, et c'est mon droit le plus absolu. Je respecte les personnes, mais j'ai des idées et je souhaite les défendre. Qu'est-ce qui vous donne encore envie? Parce que je crois que quand vous êtes impliqué pendant une vingtaine d'années, comme je l'ai fait à la mairie, pour notamment redresser les finances ou à l'agglomération sur le développement et sur les projets que j'avais, on reste attaché à tout ceci. Donc on peut avoir une idée sur les projets et sur les actions à mener. Moi, j'ai envie d'être constructif, même si je ne suis pas d'accord avec, je souhaite construire. Mais comment vous ressentez les choses? Parce que depuis que Franck Proust a été élu président de Nîmes Métropole, on entend beaucoup de critiques sur vos 6 dernières années de pouvoir à Nîmes Métropole. Et là, vous êtes dans un rôle tout à fait différent. Vous êtes dans l'hémicycle, mais c'est plus vous qui présidez. Comment vous le vivez en tant qu'homme, ça? Ma passion, ça a toujours été mon métier d'abord. Je n'ai jamais vécu de politique, à la différence d'un certain nombre d'élus de ce territoire. Donc j'ai toujours gardé cette liberté d'expression. Et aujourd'hui, même si j'aurais préféré être élu, c'est évident, je me sens pas nécessairement mal. Je crois que c'est un hémicycle, comme vous le dites, c'est un lieu d'expression. Il y a des expressions diverses et variées, et j'y participe. Vous savez, la critique est aisée, l'art est difficile. Monsieur Proust a pu critiquer un certain nombre de choses. Je me rends compte que notamment sur l'épargne brute de cette année, on n'a jamais eu autant, 44 millions d'euros. L'agglomération n'a jamais eu une épargne aussi importante. Les choix qui sont faits sur les impôts ne me conviennent pas, je le dis. Moi, je pense, par exemple, dans mon mandat, il y avait des délégations de services publics. Pourquoi j'ai relancé les délégations de services publics? Parce qu'il fallait gagner. On a gagné 20 millions d'euros par an sur le transport et sur l'eau. Je pense qu'on peut faire la même chose dans le domaine des ordures ménagères. Je pense qu'on peut faire la même chose dans d'autres domaines. Mais parce que pour moi, présider une agglomération, c'est comme dans une entreprise. On connaît les recettes et on adapte les dépenses en fonction de ça. C'est pas ce qui se fait en ce moment, puisque on va chercher des recettes supplémentaires pour avoir des projets supplémentaires. Non, je crois qu'il y a d'autres façons de diriger les choses. Et aujourd'hui, imposer les Français, c'est catastrophique pour moi. Hier, Nîmes Métropole a voté son budget, un budget qui a été voté à la majorité. Franck Proust a pu obtenir un consensus, mais à la fois, vous avez été absent hier de ce conseil communautaire, et Jean-Paul Fournier aussi. Finalement, tous les deux, vous avez brillé par votre absence parce que vous n'étiez pas d'accord avec ce budget. Alors, je voudrais rappeler à Abdel Samari qu'il y a un nombre limité dans le conseil communautaire. Hier soir, il y avait un représentant par groupe. J'étais au précédent pour le ROB, le rapport d'orientation budgétaire, et hier soir, c'est Valérie Rouvéran, qui est présidente du groupe, qui était présente, mais nous avions préparé ce conseil communautaire, et le groupe s'est exprimé en fonction d'un certain nombre de positions. Et a voté contre. Bien sûr, et a voté contre. Pourquoi vous avez voté contre? Pourquoi? Parce que simplement,
on prend l'exemple de la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. On nous dit aujourd'hui qu'il faut aller chercher davantage chez nos compatriotes. Faux. Dans la mesure où il y a 8 millions d'euros qui restent, 4 millions en fonctionnement, 4 millions en investissement. Monsieur Lachaud, vous savez qu'on ne peut pas, prendre de l'investissement pour mettre dans le fonctionnement, et 2, vous savez très bien que la taxe sur les activités polluantes est vouée à augmenter, et que de fait, il aurait fallu augmenter cette taxe. Oui, alors vous savez très bien, Coralie, qu'il manque moins de 4 millions d'euros pour la taxe des ordures ménagères, donc il suffisait de prendre en investissement ce qu'il faut en investissement, et ce qu'il faut en fonctionnement. Donc ça, c'est pas un débat. Et ce que dit l'AGLO aussi, c'est qu'il faut laisser un fonds de roulement dans ce budget, oui, au cas où, s'il y avait une catastrophe, pour ramasser les déchets type inondation qu'on connaît à Nîmes. Et oui, c'est bien là le drame. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un matelas. Mais vous pouvez reconnaître que ce budget, il est quand même ric-rac des déchets. Oui, il est ric-rac, mais attendez. Et que tôt ou tard, il fallait augmenter cette taxe. Et vous croyez que les contribuables, ils ne sont pas ric-rac aujourd'hui? Est-ce qui se passe? Je pense que si on se mettait dans la tête qu'il faut arrêter d'augmenter la fiscalité, d'abord, on attirerait davantage sur notre territoire qui est hyper fiscalisé. Et oui, mais c'est un budget annexe, c'est un budget qui s'autofinance. On ne peut pas prendre problème. du budget général. Vous savez quoi? On relance une délégation de service public et on essaie de faire des économies. Et il y en a à faire. Il y en a, et notamment dans les ordures ménagères, il y en a largement à faire. C'est ce que vous aviez prévu de faire? Tout à fait. Et pourquoi je l'ai fait? En plus, pendant mon mandat, nous avons baissé la taxe des ordures ménagères de 4 points sur la ville de Nîmes. De 4 points. Et on y est arrivé. Et la preuve, c'est que vous aviez l'excédent de la ville de Nîmes, monsieur Lachaud, de 8 millions d'euros. Oh, et attendez, et l'épargne brute, elle est de 44 millions d'euros, donc on manque pas d'argent à l'agglomération aujourd'hui. Non, je crois simplement que c'est une politique différente, c'est-à-dire on ne la mène pas comme une entreprise. Et si on menait l'État aujourd'hui ou les collectivités un peu comme une entreprise, on aurait moins de fiscalité. Sur la taxe Gemapi, un mot, puisque vous aviez fait le choix pendant votre mandat de ne pas créer de taxe sur la taxe, sur la Gemapi. Vous comprenez le choix de Franck Proust aujourd'hui? Ah ben c'est assez facile de piloter comme ça, puisque de toute façon on va chercher l'argent chez les contribuables. Donc c'est beaucoup plus facile. On ne se casse pas la tête. On y va, on cherche. Et aujourd'hui on inscrit déjà sur votre feuille d'impôt, vous allez recevoir taxe Gemapi. Ça y est, elle est faite. Que croyez-vous qu'il va arriver? Elle va augmenter d'année en année. C'est évident. On crée un impôt supplémentaire. La communauté de communes de Terre de Camargue a créé également la taxe. Mais je voulais que cite d'autres en France qui n'ont toujours pas créé la taxe Gemapi. Mais il y en a beaucoup qui s'y mettent et qui le font. Très bien. Juste pour rappeler quand même les finances de Nîmes Métropole, on partait avec un trou de 14,5 millions d'euros. Non. Le versement transport a baissé, la vente de tickets a baissé en raison de la crise sanitaire. Enfin, les finances de l'agglo, quand vous avez laissé l'agglo, elles n'étaient quand même pas au beau fixe. C'était assez difficile. Alors, Coralie, je suis absolument pas d'accord avec vous. Les finances de l'agglo, elles n'étaient pas en situation catastrophique puisque la dette même, ils l'ont reconnu, on avait prévu beaucoup plus que ce qu'elle était en fin d'année, d'accord, puisque des choses n'ont pas été réalisées. Et juste simplement... La dette, si on avait laissé filer la dette, elle aurait été en 2023 de 15,9. Non, alors attendez, de désendettement, de capacité de désendettement. C'est une projection et il appartient à la communauté chaque année de régler ce qu'il y a à faire pour que cette dette n'augmente pas. C'est ce que j'ai fait pendant des années, d'accord? Le rapport de la Chambre régionale des comptes, d'ailleurs, le dit, satisfait shit, d'accord? Ça a gêné puisqu'ils n'ont pas repris, ça a dérangé. Le rapport qui a été fait en fin 2020 le dit aussi, c'est un cabinet privé qui l'a fait, le dit aussi, les feux sont au vert. Simplement, il faut s'adapter. Et d'ailleurs, l'agglomération va chercher des fonds dans le plan de relance. Tant mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire des économies, puisque le plan de relance va aider à... Simplement, c'est ce qui a déjà été fait, les économies. C'est une philosophie différente. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de fiscaliser. C'est tout. Parce que pendant que vous faites ça, eh bien vous avez moins d'épargne chez les contribuables et vous avez moins d'économies qui fonctionnent. On dit un mot sur la formation, puisqu'on a appris la semaine dernière de la vente de l'Herrier. Donc, c'est l'établissement et l'immeuble que vous aviez acheté pendant le précédent mandat. Quel est votre point de vue, là aussi, sur le choix de l'agglomération nîmoise? Écoutez, c'est une des raisons pour lesquelles je souhaite encore m'exprimer, c'est que c'est dramatique. À la sortie de la guerre, Nîmes était plus important que Montpellier. Et aujourd'hui, quand vous dites ça à des gens qui arrivent, ils vous demandent si vous n'êtes pas fou. Qu'est-ce qui a fait la différence entre Montpellier et Nîmes? 75 000 étudiants à Montpellier et aujourd'hui 12 à 13 000 à Nîmes. D'accord? Et en plus, une autonomie d'université qu'on a obtenue avec Philippe Berthat. Ce choix aujourd'hui de fermer l'Herrier, alors qu'on pouvait faire un centre, il y avait un projet qui était fait d'ailleurs, d'agrandir l'Herrier pour accueillir
1500, 2000 étudiants sur ce site-là, c'est une pépite pour la ville de Nîmes. C'est une pépite pour notre territoire. Mais force est de constater quand même qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'argent de mis sur la table pour l'Airier et qui n'a pas apporté les résultats escomptés. Mais vous croyez qu'aujourd'hui, la formation des étudiants, ça rapporte de l'argent ? Est-ce que la responsabilité d'un territoire aujourd'hui, c'est pas d'accueillir des jeunes qui vont ne pas partir, qui vont consommer sur place, qui vont faire la formation sur place, plutôt que de devoir partir à Montpellier ou à Marseille ou ailleurs pour se former ? Dans le cas d'espèces... Est-ce que c'est pas ça la démocratie ? Est-ce que c'est pas laisser la possibilité à des jeunes qui n'ont pas d'argent pour aller se déplacer ailleurs, trouver des formations sur place ? C'est notre responsabilité. Oui, mais dans le cas d'espèces, la stratégie de Franck Proust, elle n'a pas l'air dénuée de sens. C'est que vous savez qu'il y a des établissements, il y a des doyens à payer à l'Airier, et en fait Franck Proust, ce qu'il fait, c'est juste un appel à projet, il le vend, mais ça sera automatiquement de la formation qui devra être faite, et les écoles qui sont présentes ne pourront pas bouger. Et puis à côté aussi Forméum, le bâtiment de la CCI, donc c'est faire un grand ensemble de l'enseignement supérieur. Eh bien, quand on a un bâtiment comme l'Airier, on le garde, on l'améliore. Mais est-ce que c'est à une communauté de communes aujourd'hui de faire ce que des entreprises privées ou des établissements sont peut-être capables de mieux faire, savent mieux faire ? Mais vous qui êtes un homme de droite. Mais je suis un homme de droite et je le revendique, je suis un homme de centre droit et je le revendique. Aujourd'hui, une collectivité, pour moi, elle a le devoir de s'impliquer dans la formation, dans l'éducation, dans l'apprentissage. Elle a le droit d'apporter cette pierre à l'édifice. C'est pas que gérer mais l'Aglo finance, Hoche. L'Aglo verse des subventions à l'université. Alors attendez, si vous voulez que je vous parle de Hoche, et ça a été encore un débat pour moi, et ça a été pour moi quelque chose de terrible. Quand nous avons acheté l'hôpital Hoche, la ville de Nîmes, l'hôpital Hoche, il allait jusqu'à la rue, au sommet de la rue, j'ai oublié le nom, de la rue d'Abiche, d'accord ? La totalité de cet espace-là était réservé à l'université. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Hoche ? Il reste le bâtiment principal, c'est-à-dire le premier bâtiment. Tout le reste était vendu à des promoteurs. Vous voulez faire un campus universitaire, là ? C'est de l'enfumage. Allez voir les campus universitaires à Montpellier. Allez voir la faculté des sciences ou des lettres. C'est une montagne, c'est un lieu où les étudiants peuvent vivre. Et nous n'avons pas ça sur la ville de Nîmes. On avait prévu de l'avoir et aujourd'hui, ça ne se fera pas. Il va rester un bâtiment. Voilà, c'est tout. Et bien, c'est pas avec ça que vous ferez le développement universitaire. Je crois aujourd'hui, mais faites le tour. Allez voir toutes les villes qui sont développées. C'est parce qu'il y a eu des étudiants qui sont restés. Et ça, c'est dramatique. Avant de parler de l'Institut d'Alzon, un tout petit mot sur les échéances électorales qui arrivent, les départementales, les régionales. Monsieur Lachaud, est-ce que vous avez envie de jouer un rôle ? Oui, ben je m'intéresse, bien sûr, je m'intéresse. J'ai demandé dans mon parti à ce que des hommes et des femmes s'y intéressent parce que je n'ai pas envie de tout décider tout seul. Oui, il y a des discussions sur les constitutions de liste. Oui, je m'intéresse. Mais est-ce que vous serez candidat ? Absolument pas. On parle de l'Institut d'Alzon, on rappelle que l'ensemble des établissements, c'est plus de 6000 élèves dans le département du Gard. Il est confronté bien évidemment, comme tous les établissements scolaires, à l'épidémie de coronavirus. Comment vous êtes organisé avec vos équipes pour la poursuite des savoirs ? Permettez, Abdel, que je rappelle que je prends une autre casquette. J'ai horreur de mélanger les deux. J'ai toujours essayé de faire la séparation. Donc là, c'est bien le directeur d'Alzon et pas l'élu qui va parler. Simplement, depuis le début de la pandémie, on avait un médecin scolaire qui était 1 jour par semaine et puis 3 infirmières. Et depuis le début de la pandémie, ça fait donc plusieurs mois que le médecin scolaire est à temps plein. Ce qui est bien que nous suivons au jour le jour les élèves qui sont positifs, cas contact, les élèves qui sont en déprime parce qu'il y en a, les étudiants qui, comme on dit aujourd'hui, pètent les plombs parce qu'ils sont perdus et que c'est compliqué. Donc on essaie au quotidien d'apporter cette aide et cette assistance-là aux familles et on essaie en même temps de maintenir un maximum de cours, ce que nous avons fait par exemple en lycée, en essayant de nous organiser pour accueillir tous les jours. À la différence des établissements publics. Mais il y a des établissements publics qui ont gardé quand même la totalité, qui ne fonctionnent pas ni à la semaine ni un jour sur deux. On l'a fait pendant un certain temps et on s'est rendu compte qu'on pouvait maintenir et respecter les gestes barrières et les mettre en place en faisant venir les étudiants tous les jours. Ce qui, je crois, leur va bien parce que c'est compliqué. Quand vous êtes sur ce système binaire, le distanciel n'est plus possible parce que vos profs sont à l'intérieur de la maison et on ne peut pas demander à des enseignants de faire à la fois du présentiel et du distanciel. Je crois qu'on a besoin de proximité et les jeunes aujourd'hui qui vivent cette période-là de leur vie, je pense que ça va laisser des traces parce qu'on a vraiment des jeunes aujourd'hui qui sont dans des difficultés psychologiques comme moi je n'ai jamais connues. Le président de la République pourrait prendre la parole cette semaine pour annoncer un reconfinement à nouveau. Le département du Gard aujourd'hui a un taux d'incidence qui est extrêmement élevé.
Est-ce que vous pensez que c'est la solution raisonnable? Écoutez, aujourd'hui, il faut reconnaître sa flamme. Hein. Moi, sur l'Institut d'Alzon, on est à 5 classes fermées. Notre maternelle sur Nîmes qui est quasiment fermée parce que, sauf ceux qui étaient pas à la garderie le matin, ils sont tous fermés pour une semaine. C'est compliqué. On voit très bien qu'il y a des dérives. J'aimerais pas être à sa place. Je ne suis pas là pour critiquer, mais je pense que si on a un reconfinement, vu le taux qui est atteint ce soir, ça me paraîtrait logique, oui. On dit un mot très rapide sur les projets également de l'Institut d'Alzon. Je crois que vous avez un projet d'extension, notamment sur Beaucaire. Est-ce qu'il y a également d'autres secteurs, d'autres territoires du Gard qui vous intéressent aujourd'hui? Disons que pédagogiquement, on est en train d'ouvrir un DTS imagerie médicale puisqu'il n'y avait plus de manipulateurs radio sur le département. Et donc avec le CHU, on est arrivé à obtenir un DTS en 3 ans. Donc, et on développe pas mal les formations d'enseignement supérieur et on axe beaucoup aussi sur l'apprentissage. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que dans l'éducation, ce qui fait le plus défaut, c'est l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, on a le devoir de se rapprocher des entreprises, et on le fait au quotidien. Hein. Vous allez voir, il va y en avoir quelques-unes qui vont sortir. On se rapproche des entreprises qui ont besoin de, je ne sais pas, par exemple de manipulateurs radio, mais aussi de CAP petite enfance et autres, pour leur dire, voilà, on est capable de vous former en alternance des hommes et des femmes capables de répondre à votre attente. Et ça me paraît fondamental. Il faut qu'on mette davantage d'alternance dans nos formations aujourd'hui sur le territoire. On dit un tout petit mot sur Beaucaire, peut-être, sur le projet d'extension, ou c'est encore trop tôt? Oui, non, c'est pas trop tôt. C'est que nous allons ramener notre collège, notre lycée professionnel qui va se développer sur Beaucaire. Beaucaire est une terre qui mérite qu'on apporte des formations supplémentaires, et on va développer notre lycée professionnel de façon très importante. Merci beaucoup, Yvan Lachaud, d'avoir répondu à nos questions.